Bonjour à toutes et à tous. Alors, je n'ai pas le micro aujourd'hui. Je teste. Vous me direz dans les commentaires de la vidéo si le son est meilleur avec le micro, sans le micro, pareil. Est-ce que ça fait une différence ou pas? C'est juste pour savoir. Alors, aujourd'hui, on va parler de Andor épisode 4 que j'ai regardé ce matin. Et c'est franchement un régal. Vous savez, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les 3 premiers épisodes, que c'est une série visuellement assez irréprochable. Pour moi, c'est la meilleure série techniquement en termes de réalisation, en termes de moyens, de visuel. C'est la série la plus aboutie de Star Wars Disney+. Mais cet épisode 4, contrairement aux 3 premiers où scénaristiquement il y avait des longueurs, et ils auraient pu se contenter de faire un épisode de 1 heure au lieu de 3 fois 40 minutes. Sur cet épisode 4 qui dure 47 minutes, donc il faut enlever 4 ou 5 minutes du générique, allez on va dire 43 minutes, il se passe énormément de choses, et il se passe des choses extrêmement importantes. On est au cœur de l'Empire, le quotidien de l'Empire. Et je pense vraiment, sans exagérer, que George Lucas, s'il regarde cette série, je ne sais même pas si aujourd'hui George Lucas regarde les séries Star Wars parce qu'il a un petit peu décroché, mais je sais qu'il était présent par exemple sur The Mandalorian ou The Book of Boba Fett comme conseiller de Jon Favreau et Dave Filoni, puisqu'il considère Dave Filoni comme son fils spirituel. Bon, ici c'est pas Dave Filoni sur cette série, mais c'est les frangins Gilroy, Tony et Dan Gilroy. Mais je pense que si George Lucas regarde cette série, il doit être fier de voir que son héritage a été respecté et surtout que sa série Star Wars Underworld, qui était en projet avant qu'il revende son empire à Disney, cette série Star Wars Underworld qui devait se passer dans les bas-fonds de Coruscant, explorer le côté, on va dire, un petit peu mafieux, le côté de la pègre, le côté les bas-fonds tout simplement, des intrigues politico-mafieuses. Je pense que cette série Andor est le véritable Star Wars Underworld qu'on aurait dû avoir il y a quelques années, mais qui à l'époque était peut-être un peu trop cher à produire, parce que là, clairement, il y a du budget. Alors, c'est une vidéo 100% spoilers, bien évidemment. Et on va commencer là où on s'était arrêté la dernière fois, à savoir que Cassian Andor prend le chemin, enfin prend j'allais dire la route, prend l'espace dans le vaisseau de Stellan Skarsgård. J'ai oublié le nom du personnage, honnêtement, je n'ai même pas retenu le nom du personnage, mais il prend la fuite de sa planète avec Stellan Skarsgård dans ce vaisseau. Et Stellan Skarsgård lui explique bien qu'en fait, il n'est pas venu pour le moteur supraluminique de je sais pas quoi, là, l'objet, mais il est venu pour lui, pour Cassian Andor. Il a l'air de le connaître, il a l'air de s'être renseigné, il a l'air de savoir que Cassian Andor, c'est quelqu'un de valeur, qui, lorsqu'il est impliqué dans un projet, il va jusqu'au bout et qu'il en veut énormément à l'Empire. Et Stellan Skarsgård aussi. Il y a encore un peu de mystère, ce début d'épisode sur Stellan Skarsgård, c'est un gros acteur, on se dit, on l'a vu dans la bande-annonce. Et ensuite, on va s'apercevoir de l'identité de Stellan Skarsgård qui va enfiler une perruque et dans une scène qui était à la fois hilarante mais aussi fascinante par le jeu d'acteur du personnage, enfin, le jeu d'acteur de l'acteur. Euh, on voit tout le talent de Stellan Skarsgård qui est capable de devenir un autre personnage, un personnage fantasque, un personnage excentrique, qui est en fait le directeur d'une galerie d'art à Coruscant. Et ça fait plaisir parce que on n'est plus sur Tatooine, on est sur des décors urbains. Et ça manquait dans les séries Star Wars. C'est ce qu'on n'avait pas eu dans Obi-Wan Kenobi qui manquait. C'est ce qu'on n'avait pas eu dans The Book of Boba Fett. On l'avait un petit peu dans The Mandalorian lorsque Din Djarin, le Mando, se rendait sur une planète, je ne sais plus laquelle c'était, là où il y avait la forgeron dans l'épisode 2. Mais c'est vrai que ce côté voilà, ville, métropole, urbaine, ça manquait. Et là, Coruscant va être très bien exploré, très bien exploité plutôt. Et, euh, et donc, il est, Stellan Skarsgård, un directeur d'une galerie d'art. Et en fait, c'est un rebelle qui se fait passer pour un vendeur d'art. Et il est de mèche avec Mon Mothma, joué par Geneviève O'Reilly, qu'on avait déjà vu dans Star Wars La Revanche des Sith, qu'on a vu dans Rogue One, et qui va être très importante pour cette série,
qui était, il me semble, aussi dans Le Retour du Jedi, mais joué par une autre actrice qui était, bon, à l'époque c'était normal, c'était en 83 dans Le Retour du Jedi. Mais voilà, Mon Mothma qui sera importante tout au long de la série et qui sera la sénatrice qui va aider le plus la rébellion, en tout cas qui va aider le plus officiellement. Alors, ça fait très plaisir parce qu'on est sur une série d'espionnage. Clairement, on voit les personnages qui se cachent, qui risquent gros parce qu'ils sont observés de partout. Et dans le même temps, on va avoir l'Empire avec les différents chefs de projet, les différents lieutenants de l'Empire, les différents cadres, c'est le mot que je cherchais, les cadres de l'Empire, dont un de leurs chefs, hein, parce qu'il y en a énormément, et on sait que dans cette série, on verra Orson Krennic joué par Ben Mendelsohn, qui était dans Rogue One, puisque à l'issue de la saison 2, c'est le film Rogue One qui débutera. Hein. Là, on est au début de la saison 1. Il est prévu 2 saisons de 12 épisodes chacune, et la fin du dernier épisode de la saison 2, ce sera le début de Rogue One. Mais on va revoir, normalement, dès cette première saison, Ben Mendelsohn qui joue Orson Krennic dans Rogue One. Mais en plus de ça, on voit d'autres cadres de l'Empire, dont un qui, vous l'aurez peut-être reconnu, est joué par Anton Lesser. Qui est Anton Lesser? C'est Maître Qyburn qui succède à Maître Pycelle dans Game of Thrones durant, il me semble, la saison 6, 7 et 8. Voilà. Quand Maître Pycelle ne fait plus partie de l'équation, il est remplacé par Maître Qyburn auprès de Cersei. Et donc, bon, vous savez ce qu'il advient des personnages, je ne suis pas là pour spoiler Game of Thrones, mais ça fait plaisir de le retrouver parce qu'il y a beaucoup de charisme et il va avoir plusieurs chefs de département sous sa houlette. Et on voit que ces cadres, ces différents chefs de département se battent aussi pour avoir des promotions pour celui qui va monter le plus en grade. Donc voilà, on a ces guerres d'ego, ces guerres de grades, de mecs qui veulent pas collaborer entre eux, bah, un petit peu comme les différentes agences gouvernementales dans les pays, que ce soit les États-Unis ou particulièrement aux États-Unis. C'est toujours la guerre un petit peu entre le FBI, la CIA, la NSA. Oui, mais c'est mon affaire. Non, c'est la mienne. Moi, je suis priorité sur ce coup-là. Bon, ben là, ça fait penser un petit peu à ça. Bon, même si je ne vais pas faire de politique sur les États-Unis, mais voilà, on voit un petit peu les batailles comment dire ça, les conflits d'ego et les conflits d'ambition professionnelle au sein de l'Empire, avec des décors qui sont somptueux, et puis une imagerie qui fait quand même froid dans le dos, c'est même plutôt, je dirais, clinique. C'est une imagerie de nazis, clairement, hein. On dirait vraiment des barons, des généraux SS qui sont en train de planifier de comment écraser les petits peuples. Moi, ça m'a vraiment fait penser, alors j'étais pas là, hein, j'étais pas né, mais ça m'a vraiment fait penser à ce que j'ai vu dans les documentaires sur les généraux SS, ceux de la Wehrmacht, et ceux qui étaient sous les ordres d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. De toute façon, on sait très bien que l'Empire, c'est une métaphore, enfin, c'est une métaphore, c'est une relecture du Troisième Reich, puisque Georges Lucas s'est inspiré de ça pour l'Empire et pour l'empereur, qui est un Hitler. Et là, ça fait vraiment organisation de nazis, de ariens, et ça fait plutôt froid dans le dos, mine de rien, et je trouve que c'est extrêmement bien amené parce qu'il y a zéro humour, et ça fait tellement plaisir. Il fallait surtout pas mettre de l'humour. On n'est pas dans un Mandalorian avec Baby Yoda, avec gros goût. Là, on est sur une série dépourvue d'humour, au premier degré. Clairement, c'est une série à prendre au premier degré, et c'est la bonne chose à faire. Donc voilà, ces généraux, ces cadres, ces lieutenants qui planifient, qui n'hésitent pas à virer les trois précédents, les trois de l'épisode précédent qui ont mis le boxon sur la planète Ferrax, je crois, ou Ferrix, je sais plus, dont celui qui était l'espèce de bleu là, qui était un petit peu acharné, on ne comprenait pas pourquoi. Bon, lui se fait virer, et on voit aussi le sort de ceux qui se font virer de l'Empire, en fait. Et ce sont des employés qui peuvent se faire virer comme n'importe qui, en fait. Ce pas des fonctionnaires, ils n'ont pas la sécurité de l'emploi, et s'ils font une incartade, ils se font virer et ils n'ont plus rien du tout.
Et celui donc qui pourchassait Andor sur sa planète et qui avait monté une expédition, on le voit se faire virer de l'Empire, il est obligé de retourner habiter chez sa mère avec ses 2 valises. Donc, non, mais littéralement, il retourne chez sa mère. Donc, je trouve ça génial de montrer le quotidien réaliste. Et ça, on n'a pas l'habitude dans Star Wars. Parce que Star Wars, dans notre esprit, c'est les Sith, les Jedi, la Force, le côté obscur. Ici, on nous montre ça un petit peu en mode Ken Loach, pour ceux qui connaissent un peu le réalisateur britannique, c'est-à-dire le quotidien, le quotidien social, le quotidien professionnel, économique, de gens qui perdent leurs emplois, de réunions professionnelles. J'ai adoré cet aspect-là. Mais je trouve que c'est une des meilleures idées qu'on ait eues et c'est une série à prendre au sérieux. Contrairement aux autres séries, et moi je les ai toutes aimées, les séries Star Wars, parce que c'était difficile de passer après la désillusion de la post-logie, qui avait quand même des qualités, il faut le dire, même si j'aime pas le 7 et 8, je suis obligé de reconnaître qu'il y a des qualités dans les films, et j'aime bien le 9, mais il y a aussi des défauts. Mais c'est vrai que passer après la post-logie, qui avait un petit peu détruit la crédibilité de Star Wars, ça avait été difficile. The Mandalorian l'avait fait avec beaucoup de fanservice, The Book of Boba Fett, qui était The Mandalorian 2, saison 2.5, hein, saison 2 et demi, avait continué. Et on a eu cette série Obi-Wan Kenobi au mois de mai, qui, pour certains, ont trouvé mitigé. Moi, je me suis régalé, mais c'était du fanservice, il faut le dire. Là, on est sur quelque chose d'inédit, qu'on n'a jamais vu, qu'on a toujours un peu soupçonné. On se demandait, voilà, mais au final, l'Empire, c'est pas juste l'étoile noire. Comment l'Empire gère de main de fer la terreur qu'ils ont instaurée aux 4 coins de la galaxie, et bien là on le voit avec cette série. Et je trouve ça fascinant. Je trouve que c'est excellent, il n'y a pas de longueur, et puis Cassian Andor qui va être proposé ou même imposé par Stellan Skarsgård à un groupe de rebelles sur une planète, il va leur être imposé en tant que mercenaire, en tant que membre supplémentaire d'une équipe qui vont aller faire un gros casse pour voler un tiers de la paye, pour voler la paye trimestrielle de l'Empire. Et donc c'est un gros coup qui va être porté à l'Empire, un gros coup financier. Donc Cassian Andor, voilà, on est 5 ans avant Rogue One, c'est sa première véritable mission où il va frapper un coup fort à l'Empire. Et pour toujours ceux qui ont regardé Game of Thrones, vous l'aurez peut-être reconnu. C'est vrai que je l'ai reconnu, mais seulement quand j'ai vu marqué au générique, son visage me disait quelque chose. Celle qui fait Vel, c'est-à-dire la chef de ce petit groupe de 7 résistants, 7 avec Cassian Andor, elle est jouée par Faye Mercey. Et Faye Mercey, qui c'est celle qui jouait The Waif, la gamine, dans la saison, à partir de la saison 5, il me semble, de Game of Thrones, c'est-à-dire celle qui était aux côtés de Arya à Bravos, dans la maison des 100 visages, une des disciples de Jaqen H'ghar, le maître des 100 visages, donc celle contre qui Arya se bat lorsque Arya est aveugle. Voilà, j'en dirai pas plus pour pas trop spoiler, mais c'est l'actrice Faye Mercey. Alors là, elle a pris quand même quelques années de plus. Elle a 35 ans maintenant. À l'époque de Game of Thrones, quand elle a joué dans Game of Thrones, c'était en 2015, donc elle avait 7 ans de moins. Là, elle a 35 ans. Mais c'est vrai qu'on reconnaît son visage. Elle s'est allongée, elle a grandi, mais très très bonne actrice. Très bonne actrice. Vraiment, un sans faute sur cet épisode, que ce soit au niveau de l'acting, avec une grosse performance de Stellan Skarsgård. Geneviève Aurélie, voilà, on l'exploite plus, on exploite aussi le côté manigance politique. Son mari invite des barons de la politique à sa table alors qu'elle, elle veut pas les voir. Du coup, elle va se retrouver dans une situation d'être hypocrite, de faire preuve de diplomatie et d'hypocrisie parce que dans le même temps, elle est en train d'essayer de monter un coup pour frapper l'Empire. Donc tout ça est très tendu, beaucoup d'espionnage, beaucoup de dialogues qui font mouche, et puis des décors. Et là, comme je vous disais, cette planète où il y a ce petit groupe de résistants, alors je ne sais pas où est-ce que ça a été tourné, si ça a été tourné en Écosse ou si ça a été tourné au Canada. À mon avis, ça a été tourné en Écosse, je pense, mais c'est sublime de voir ces espèces de canyons avec de la prairie, un peu de brume au-dessus, c'est à moitié rocheux, à moitié de l'herbe, beaucoup de verre. Magnifique, magnifique, les décors naturels, ça fait plaisir.
Là, on sent qu'il y a vraiment un effort qui est fait sur les décors naturels. Je ne saurais que trop vous recommander de regarder cette série. C'était celle qui était le moins attendue des séries Star Wars. Et c'est au final celle qui, pour l'instant, sur ces 4 premiers épisodes, est le plus de qualité à la fois technique, mais aussi en termes de dialogue, d'interprétation, de rythme. Ceci dit, voilà, ça pourra peut-être un petit peu décevoir certains qui veulent voir du Sith et du Jedi. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans la préquelle de Rogue One et ça se sent. C'est à peu près la même imagerie, la même colorimétrie, la même photographie. C'est pour moi vraiment un énorme coup de cœur sur cet épisode, même si les 3 premiers étaient très bons, hein, malgré des longueurs. J'ai hâte d'être à chaque mercredi. Bon, là, j'ai un petit peu de retard. Je vous fais la vidéo le lendemain, mais de toute façon, ceux qui sont intéressés regarderont ma vidéo. Et puis bon, il y aura toujours d'autres youtubeurs pour sortir les vidéos avant, mais c'est pas très grave. Honnêtement, c'est pas très grave. Je suis pas dans la course à la vue pour Andorre. Pour Andorre, parce que pour ce qui est de Game of Thrones et le Seigneur des Anneaux, j'ai envie qu'elle soit beaucoup regardée. Donc c'est pour ça que je les sors très tôt. Mais pour Andorre, si je la sors le lendemain, c'est pas très grave. De toute façon, il y aura un live. Je vous le dis, voilà, je vous l'annonce maintenant. Il y aura un live de récapitulatif à la fin de la saison. On sera avec plusieurs invités. On reviendra sur toute la saison 1 de Andorre. Voilà ce que j'avais à dire. Hein. Bien évidemment, je n'ai pas tout dit parce que je vous laisse découvrir. Enfin, non, je vous laisse pas découvrir. Forcément, si vous regardez cette vidéo 100% spoiler, c'est que vous avez déjà vu l'épisode. Mais voilà, je vous laisse vous remémorer les différents détails, les petits easter eggs, que ce soit au niveau des objets, que ce soit au niveau des noms de personnages. Et je me dis que peut-être on va voir l'empereur, peut-être on va voir Palpatine, Ian McDiarmid, puisque on est quand même sur Coruscant. Une partie de l'intrigue se passe sur Coruscant et on sait que le Sénat impérial est à Coruscant. Donc finalement, ce ne sera pas tant déconnecté que ça, même si la bande-annonce pouvait laisser présager d'une série qui semblait être un petit peu hors série, hors sujet, déconnectée, un peu trop réaliste, mais en fait non, parce qu'il y a quand même un petit peu de fan service à droite à gauche, mais pas beaucoup non plus. Mais on est clairement dans le côté technique, technocratique, si j'ose dire, de Star Wars, et c'est un régal. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Et puis on se retrouve demain matin, 6h, donc vers 7 ou 8h, pour Le Seigneur des Anneaux, épisode 6. J'ai hâte, vous imaginez même pas à quel point. Portez-vous bien, passez une bonne journée, à demain matin, ciao tout le monde.